Dans cette vidéo, nous allons commencer par décrire certains types de cristaux particulièrement importants, les cristaux métalliques, pour les métaux. De façon un peu surprenante, la grande majorité des métaux, ceux qui existent, des métaux purs, je veux dire, dans le tableau périodique, cristallisent dans seulement trois réseaux, à quelques rares exceptions près pour des réseaux un peu exotiques, comme U et Mn, mais pour tous les autres, il n'y a que trois grands réseaux. Cubique face centrée, hexagonal, qu'on appelle hexagonal compact aussi, et cubique centré. Donc ça fait trois grandes formes de réseaux dans lesquelles quasiment tous les métaux vont cristalliser. Alors seule la structure cubique face centrée est explicitement au programme de PTSI, mais on va en rencontrer d'autres. Donc il y en a une autre que je mettrai en cours et que je vous laisserai finir, et d'autres qu'on va rencontrer en exercice. Alors, la liaison métallique, ce qui assure la cohésion des métaux, c'est ce qu'on appelle la liaison métallique. Elle a une origine quantique, donc c'est relativement difficile de la décrire simplement, mais on peut quand même avoir une petite image qui permet de représenter la nature de cette liaison. D'abord, les ions positifs du métal sont toujours immobiles au nœud du réseau. Prenez du cuivre par exemple, vous avez des atomes de cuivre qui se retrouvent organisés dans l'espace suivant un réseau tridimensionnel. Et alors des atomes de cuivre, ça veut dire en fait Cu+. Hein. Et Cu+, ça veut dire que le cuivre, il a en fait perdu un électron. Alors cet électron-là, il n'est pas parti du cristal, il est encore dans le cristal, mais il est plus lié à l'atome. Il est ce qu'on appelle un électron libre. Et un électron libre, en fait, il est ce qu'on appelle en mécanique quantique délocalisé. Il est partout sur la structure du métal. Et cette délocalisation des électrons de conduction ou des électrons libres vont expliquer quasiment toutes les propriétés intéressantes des métaux, notamment la forte cohésion. C'est très difficile de casser un bout de métal, de séparer les atomes les uns des autres en fait, à cause de la délocalisation électronique. Ça, on admet, mais la liaison est très forte à cause de ça. C'est aussi responsable de la conduction électrique, parce que ces électrons libres peuvent se déplacer, c'est là d'où vient leur nom. Donc quand ils sont soumis à un champ électrique, eh bien, voilà, ils peuvent conduire l'électricité, et c'est eux qui sont responsables de l'intensité ou du courant électrique dans les métaux, ce qu'on appelle des électrons de conduction. Ce sont également de bons conducteurs électriques et de bons conducteurs thermiques. Alors l'électrique, j'ai déjà dit, mais thermique, c'est lié, tout simplement. C'est lié aussi à la propriété des électrons de conduction. On a plus de mal à voir pourquoi, mais vous savez tous, j'imagine, que le cuivre est extrêmement conducteur. C'est-à-dire, si vous chauffez un bout de cuivre, il faut vraiment pas longtemps pour que l'énergie arrive de l'autre côté de l'échantillon de cuivre. Alors on va détailler ce qu'on appelle les cristaux métalliques en partant de ce qu'on appelle les empilements compacts de sphères dures. Puis on va voir un peu les différentes structures à partir de là. Donc on va assimiler les atomes à des sphères dures de rayon R. C'est ce qu'on appelle le modèle des sphères dures. Et on va essayer de chercher dans ce paragraphe à empiler des sphères dures dans l'espace de façon à ce que l'espace occupé soit le plus petit possible. Et si jamais on a trouvé une manière d'empiler les sphères dans l'espace pour que l'empilement soit le plus petit, c'est un peu l'optimum du rangement quoi, de sphères, on parlera d'empilement compact. Pour construire des structures compactes, eh bien, on n'a pas trop le choix. On va commencer par un plan, puis après on essaiera de voir comment on peut empiler les plans les uns sur les autres. Alors, dans un plan, c'est très simple. Vous prenez cet atome-là, là, au milieu, et puis après, comment répartir les autres sphères dans le même plan? Il suffit en fait d'en mettre 6 autour, et puis vous avez comme ça les 6 sphères dans ce plan-là. Et puis après, vous continuez pour chaque sphère autour, là vous en mettez 6, etc. Puis comme ça, vous avez pavé l'intégralité d'un plan. Et maintenant, il faut monter, c'est-à-dire qu'il faut réaliser une structure tridimensionnelle. Pour placer un deuxième plan au-dessus du plan A, eh bien, on va s'apercevoir qu'il n'y a pas trop le choix. Il faut mettre des sphères aussi au-dessus. Et alors là, elles sont représentées en pointillés. Si on met une sphère ici, vous voyez, au-dessus de cette petite cavité dans le plan du dessous, on va mettre cette sphère au-dessus, eh bien, on va voir que forcément la sphère adjacente, donc tangente ici, va être ici, et la sphère adjacente là va être ici. Autrement dit, ces cavités là, là et là, dans le plan, vont rester forcément inoccupées au-dessus. Hein. Voilà, donc on va retrouver le même type de réseau au-dessus, puisque si vous complétez, vous continuez à compléter en 2D, les atomes pointillés là vont se retrouver avec 6 voisins autour. Donc on trouve finalement exactement le même pavage que dans le plan du dessous,
mais une cavité sur deux est occupée par des atomes au-dessus. Et alors, c'est là l'intérêt de ces structures compactes. Pour le troisième plan au-dessus, on a en fait deux possibilités, ce qui va donner les deux grands types de réseaux compacts pour les métaux. La première solution, ça consiste à reprendre pour le troisième plan, le plan C, exactement la même chose que pour le plan A. Alors là, vous m'excuserez, hein, l'image était un peu différente, donc ça va du bas en haut, alors que sur mon dessin c'était de haut en bas. Mais en fait, on va retrouver le plan A qui est le premier que je vous ai dit, le plan B avec les atomes qui sont un peu décalés, voilà, et puis le plan C qui est parfaitement identique au plan A. Donc on a un empilement du style A, B, A, B, A, B, A. Voilà. Donc là, c'est un empilement compact, on ne peut pas faire plus compact que ça. Et c'est l'empilement qui va donner naissance à une maille qu'on appelle la maille hexagonale compacte. Alors c'est difficile à voir, hein, il faudrait vraiment un logiciel pour que je puisse zoomer ici et voir quelle est la forme de la maille. Cette maille étant relativement complexe à décrire, on ne va pas trop s'y intéresser. On va s'intéresser à une maille à la fois plus répandue et plus simple, qui est la maille cubique face centrée. Comment on l'obtient, celle-là? Eh bien, on l'obtient en faisant un empilement de nature ABC, ABC. Le premier plan A, on l'a déjà vu, c'est le même que tout à l'heure. Le plan B, en dessous, eh bien, c'est le même, avec les atomes qui vont se loger dans la moitié des cavités. On le voit ici en coupe, hein. Et le plan C, eh bien, ça va être ni A ni B, mais décalé de façon à ce que les atomes de C se projettent sur le plan A en occupant les cavités qui n'étaient pas occupées par B. Vous voyez, en occupant le dessus, pardon, des cavités qui n'étaient pas occupées par B. Et puis là, on montre que pour retomber sur nos pieds, le quatrième plan doit forcément être le plan A, hein. On ne peut pas repartir sur soit B, soit C, sinon on a un problème. Donc là, c'est un empilement de nature ABC, ABC, et là, on a un empilement spatial. Si vous prenez cet axe-là, et que vous l'inclinez un peu, vous allez vous apercevoir que les atomes du plan A, enfin des plans A ici, du plan C et du plan B, vont occuper une structure pour laquelle la maille ici, qui était représentée en trait plein, va être un cube. Et ce cube, eh bien, vous pouvez le répéter dans l'espace, vous allez finalement faire cette répartition spatiale des atomes dans l'espace. La maille élémentaire qui est représentée ici, ce sera la maille d'un système cristallin très répandu parmi les métaux, qu'on appelle la maille cubique face centrée, et qu'on va décrire proprement dans la suite, parce que c'est la seule explicitement au programme que vous devez maîtriser à la perfection. Elle est souvent demandée. Puis quand on la maîtrise, on peut s'attaquer à d'autres types de structures plus complexes. Pourquoi on l'appelle la maille cubique face centrée? On va déjà répondre à ça. Si vous regardez la maille élémentaire ici, vous allez vous apercevoir que dans cette maille-là, chaque sommet du cube est occupé par un atome, et que les autres atomes qui n'occupent pas un sommet du cube occupent le centre d'une face. Donc on a une maille cubique avec les sommets occupés, mais également le centre de chaque face occupé. D'où le nom cubique face centrée pour cette maille élémentaire de réseau tridimensionnel. Alors je vais la représenter ici. Quand on vous demande de représenter une structure cubique face centrée, on vous demande simplement de représenter le centre des atomes. Alors généralement on les met par une petite boule, pardon. On ne vous demande pas de représenter les atomes complets. Donc là je vais le faire. Vous voyez, je représente ici les atomes. Donc là, vous pourrez faire ça avec des petites sphères un peu plus jolies là. Mais on représente chaque atome au sommet du cube. Alors on n'oublie pas celui qui est derrière. Moi je le fais en pointillé quand on ne le voit pas, mais on n'est pas obligé, hein. C'est qu'à 3D des fois c'est un peu difficile. Vous pouvez mettre quelque chose en trait plein. Et puis ensuite on n'oublie pas les atomes au centre de chaque face. Attention, il y a 6 faces, hein, donc il faut bien tous les représenter. Au-dessus, en dessous, à droite, à gauche et devant. Et enfin, on n'oublie pas l'atome sur la face arrière. Voilà.
Donc là, ici, on a représenté ce qu'on appelle la maille cubique face centrée. Maille élémentaire. On dit aussi CFC, ça va plus vite. Alors on va étudier cette maille en détail, c'est-à-dire qu'on va calculer tous les paramètres que j'ai définis dans la vidéo précédente. On va commencer par ce qu'on appelle la population de la maille. La population, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre d'atomes dans la maille. Alors si vous voulez, vous pouvez appuyer sur pause, y réfléchir et puis voir comment après je fais le calcul, ou bien m'écouter directement si vous ne savez pas comment faire. Donc la population, ou le nombre d'atomes par maille, on va regarder combien d'atomes sont dans la maille. Alors on en a 8 qui sont au sommet. Donc 8 atomes qui comptent chacun pour 1/8 dans la maille, puisqu'ils sont au sommet. Auquel on ajoute les 6 atomes sur chacune des 6 faces. Ces 6 atomes comptent pour 1/2, puisque chaque face se partage entre 2 mailles. Et puis quand on fait le calcul, ça fait 1 plus 3, autrement dit 4 atomes par maille. Voilà la population. Ensuite, on va calculer ce qu'on appelle la coordinance ou l'indice de coordination. L'indice de coordination, je rappelle que c'est le nombre de plus proches voisins pour un atome ou un motif donné. Alors ici, c'est les atomes. Il faut se demander quel est le nombre de plus proches voisins. Alors là, je ne vais pas vous cacher que dans la structure cubique face centrée, c'est quasiment la plus dure pour déterminer cet indice de coordination proprement. Mais je vous engage à y réfléchir, encore une fois. Vous pouvez appuyer sur pause, y réfléchir, voilà, proposer quelque chose, et puis voir si vous aviez raison ou tort en écoutant la suite. Donc l'indice de coordination, ici, vous allez voir, ce sera 12. Chaque atome a 12 plus proches voisins. Alors, il y a plusieurs manières de voir ça. Je vous propose celle qui consiste à regarder dans cette maille uniquement, puis essayer d'imaginer les autres à côté, mais également une autre méthode plus astucieuse que je vais vous montrer. Alors, chaque atome possède 12 plus proches voisins. En fait, on peut identifier avec cet atome-là, voyez, et se demander combien il a de plus proches voisins. Eh bien, il en a déjà 4, qui sont les 4 qui sont là. Mais alors, où sont les autres? Eh bien, on peut se demander si celui-là, par exemple, celui qui est au centre de la face de devant, là, eh bien, il est à la même distance que les 4 qui sont au sommet que je viens de définir. Eh bien oui, il est exactement à la même distance. Parce que si vous regardez ici, vous avez la demi-diagonale d'un cube. Mais ici, vous avez également la demi-diagonale d'un cube. Si vous voyez bien dans l'espace. Et la demi-diagonale d'un cube d'arête A, c'est-à-dire le paramètre de maille que je vais appeler A ici, qui est la longueur d'une arête. Donc, on a ceci, ceci, ceci et ceci, qui a exactement la même longueur que les 4 distances au-dessus. Donc on en a déjà 8. Et où sont les 4 autres qui manquent? Ils sont en fait dans la maille au-dessus, qui n'est pas représentée. Mais la maille au-dessus, elle a aussi 4 atomes au centre des faces, et ils sont à une distance de ça. Voilà. Donc là, on a finalement chaque atome possède 12 plus proches voisins. Ces 12 plus proches voisins, vous pouvez les voir là, mais vous pouvez également les voir de manière un peu plus astucieuse ici. Parce qu'il faut bien se rappeler que cette structure cubique face centrée vient d'un empilement de sphères dures. Et cet empilement de sphères dures, en réalité, on peut très bien le comprendre. Si vous prenez par exemple l'atome noir ici, vous avez 6 voisins dans le même plan, 3 au-dessus,
et 3 en dessous. Voilà, si vous retournez la structure, ça fait ça. D'accord? Donc là, vous les avez les 12 et peut-être plus facilement qu'avec la maille élémentaire qui est inclinée. Mais ça revient exactement au même. Chaque atome ici possède 6 plus proches voisins dans le même plan, 3 dans le plan du dessus et 3 dans le plan du dessous. Voilà. Donc là, on retrouve nos 12 plus proches voisins. Ça correspond à ce que je suis en train de vous décrire ici, en fait. Alors avec un atome au sommet, c'est beaucoup plus difficile à voir parce qu'il y aurait 8 mailles adjacentes à considérer. Mais on pourrait le voir sans problème avec un peu de temps. Voilà, en réalité, si vous voulez vraiment le savoir, hein, les 3 plus proches voisins de cet atome-là sont 1, 2, 3. Vous voyez les 3 atomes que je décris ici. Donc 3 dans cette maille, et puis 3 dans celle-là, 3 dans celle-ci, 3 dans celle-ci, voilà, et donc on a finalement, on va leur retrouver nos 12 si on considère les 8 mailles qui se partagent ça. Bon, je regrette presque de vous avoir dit ça, parce que finalement c'est relativement complexe de voir ça dans l'espace, mais si vous avez une bonne vision, je pense que vous arriverez à le voir. C'est plus facile de considérer un atome d'une face. Ensuite, l'autre paramètre qu'on va calculer, c'est le lien entre le rayon d'un atome et le paramètre de maille A. Le paramètre de maille, hein, c'est la longueur d'une arête. Le rayon d'un atome, c'est le rayon des sphères qui constituent ce cristal. Alors ça, j'en avais pas parlé au-dessus, mais on en a quand même besoin, parce que on en aura besoin pour les calculs de compacité et de masse volumique. Vous allez voir pourquoi ensuite. Alors le lien entre R et A, on va l'avoir en se demandant suivant quelle droite deux atomes plus proches sont tangents. Alors en réalité, c'est toujours la droite qui relie le centre de deux atomes proches. Par exemple, vous voyez cet atome sur la face ici, hein, eh bien, il est tangent à son plus proche voisin le long d'une demi-diagonale de carré, d'une surface, quoi. Voilà, alors si le côté vaut A, que vaut la longueur de la droite qui joint les deux atomes? Eh bien, c'est la demi-diagonale. Alors la diagonale complète, c'est racine de 2 fois A. Et donc, la demi-diagonale, c'est racine de 2 sur 2 A. Ça veut donc dire que cette droite-là, joignant le centre de deux atomes, a pour longueur racine de 2 sur 2 fois A. Sauf que cette droite-là, si vous modélisez les atomes par des sphères de rayon R, c'est en fait 2 fois le rayon, cette droite. Donc on a 2R égale racine de 2 sur 2A par condition de tangence de ces deux atomes le long de cette droite. Donc on fait le calcul, hein, on dit racine, je vais quand même justifier, hein, deux atomes sont tangents le long d'une demi-diagonale de surface. Donc on a racine de 2 sur 2a, qui est la longueur de la demi-diagonale, est égale à 2r, qui est 2 fois le rayon d'un atome, pour traduire la tangence des atomes le long de cette droite. Donc, finalement, on a r qui est égal ici à racine de 2 sur 4a, qui est le lien en fait entre le rayon d'un atome et le paramètre de maille dans cette structure. On continue et on va calculer la compacité de la structure. Donc la compacité, je rappelle que par définition, c'est le volume occupé par les atomes sur le volume de la maille. Le volume occupé par des atomes, ici, c'est le nombre d'atomes par maille, ou la population, hein, je vais mettre population, multiplié par le volume d'un atome. Alors le volume d'un atome, sachant que c'est des sphères, il faut connaître le volume d'une sphère, il faut le connaître par cœur, bien entendu, 4 tiers de pi r au cube. Sur le volume de la maille. Et le volume de la maille, c'est a au cube. Voilà. Donc il faut calculer ça, c'est sans dimension. La population, on vient de le voir au-dessus, c'est 4, hein, il y a 4 atomes par maille. Ça fait donc 16 tiers
de pi r cube sur a cube. Alors, on pourrait laisser ça comme ça, mais en fait, on ne va pas laisser ça comme ça parce que vous voyez qu'il y a un lien entre R et A qu'on va exploiter juste après. À partir de là, on peut exprimer les choses. 16 tiers de pi fois R au cube. Alors, R au cube, je remplace. Ça fait racine de 2 au cube. Racine de 2 au cube, ça fait 2 racines de 2. Sur 4 au cube. 4 au cube, je vais dire que ça fait 4 au carré fois 4. Alors pourquoi 4 au carré? Parce que j'ai un 16 devant. Donc c'est bien, je suis content, ça va se simplifier. 16 fois 4. Et puis il reste un a au cube divisé par a au cube. Donc tout ça, ça se simplifie. Et il reste finalement les 16 qui se simplifient. Et puis 2 racines de 2 divisé par 8, ce qui fait racine de 2 sur pardon, passe par 8 par 12 sur 12, ce qui fait racine de 2 sur 6 fois pi. Et racine de 2 sur 6 fois pi, quand vous faites l'application numérique à la calculatrice, vous allez trouver 0,74. Voilà. Alors ça, c'est la compacité d'une structure compacte à sphère identique. La compacité maximale d'une structure compacte à sphère identique. Voilà, ça veut dire tout simplement que si vous empilez des sphères identiques dans l'espace, vous n'arriverez pas à occuper plus de 74% de l'espace. Il y aura des trous à l'intérieur, hein, forcément, parce que des sphères ne peuvent pas occuper tout l'espace. Occuper tout l'espace. Voilà, donc c'est ce calcul-là qui est important à savoir faire et à faire l'application numérique aussi, même si on peut vous demander une valeur littérale, mais l'application numérique est plus parlante. Et enfin, la masse volumique. Alors la masse volumique, vous allez voir qu'il me manque un truc pour la calculer numériquement, mais dans les exercices, ça vous sera donné. Hop, masse volumique. La masse volumique, c'est par définition la masse des atomes, de la matière dans la maille, divisée par le volume de la maille. On commence par ça, c'est simple, c'est A au cube, dans le cas d'une maille cubique. Et puis le volume des atomes dans la maille, bah c'est simple, la masse des atomes dans la maille, c'est en fait le nombre d'atomes par maille, donc la population, 4 ici, multiplié par la masse d'un atome. Et la masse d'un atome, ça vous est quasiment jamais donné. Par contre, ce qui vous est donné, c'est en général la masse molaire de l'élément. Donc, c'est la masse molaire de l'élément, hein, masse molaire. Et comment on fait à partir de la masse molaire pour avoir le nombre, la masse d'un atome? Eh bien, on divise la masse d'une mole par le nombre d'atomes dans une mole, qui, je le rappelle, est le nombre d'Avogadro. Voilà. Donc, ça va faire 4 fois la masse molaire divisé par le nombre d'Avogadro fois A au cube. Alors, pour la calculer, ensuite, il faut avoir la masse molaire de l'élément, hein, suivant que c'est du cuivre, de l'argent, autre chose. Eh bien, vous allez avoir tout ça qui va vous être donné, et vous pourrez la calculer. Attention à bien convertir, hein, parce que A, vous voyez que ce sera très petit, mais il faut quand même le mettre en mètres cubes si vous voulez à la fin une masse en kilogrammes par mètre cube. Pareil, la masse molaire, c'est souvent donné en grammes par mol, donc attention à l'unité. Hein. On va le remettre en rouge ici, vous pouvez le recopier ça. Attention, unité. Lors de l'application numérique, c'est un peu dangereux. Alors il y en a plein des métaux qui cristallisent dans cette structure-là, hein, parmi les plus célèbres, le cuivre, l'argent, l'or, le nickel, le fer aussi dans une de ses variétés cristallographiques, l'aluminium. Voilà, c'est une structure vraiment très répandue et c'est la seule qui est explicitement réellement au programme, c'est-à-dire que vous devez maîtriser parfaitement. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la liste des questions de cours vraiment. Donc n'hésitez pas à refaire ça. Alors pour vous entraîner dans la suite, j'ai quand même choisi de mettre dans le cours une autre structure assez répandue, qui est une autre structure cubique, la structure cubique centrée. La structure cubique centrée, je vais vous la présenter et je vous laisserai ensuite faire exactement les mêmes calculs qu'au-dessus, mais en l'adaptant à cette nouvelle structure. Voilà. Donc la structure cubique centrée, elle n'est pas compacte, celle-là, hein, et la maille élémentaire est la suivante. Vous avez un atome sur chaque sommet,
et également un atome au centre de la maille. Alors au centre de la maille, ça veut dire, vous voyez, si je fais un peu de diagonale là, hop, voilà, vous avez la diagonale ici. Voilà, je ne vais pas représenter toutes les diagonales du cube parce que ça va être un peu chargé, mais en tout cas, elle est vraiment juste au centre du cube. Et ça, qui se répète dans l'espace, ça fait ce qu'on appelle la structure cubique centrée. Et pas cubique face centrée comme au-dessus, hein. Donc c'est différent. On note A, le paramètre de maille du cube, exactement comme tout à l'heure. Voilà, les atomes, c'est des sphères. Et bien, je vous propose tout simplement d'adapter tous les calculs qu'on a fait au-dessus, mais à cette maille-là, c'est-à-dire essayer de bien voir quelle est la population, l'indice de coordination, la compacité, etc. Je vous laisse le faire, et puis dans une séance de cours ultérieure, on corrigera ça pour voir si vous avez trouvé exactement les bonnes choses. Voilà. Alors pour les métaux qui cristallisent dans cette structure que vous allez étudier ou que vous avez étudié, eh bien c'est les métaux alcalins, le barium, le radium, bon, il y en a beaucoup, hein, notamment les métaux alcalins, et le fer dans une autre structure cristallographique aussi. Voilà, je m'arrête ici pour cette vidéo et je reprendrai dans une prochaine.